Tout stress est-il mauvais? Et cela a-t-il un impact négatif sur notre vieillissement? Il nous faut un peu de stress pour nous lever le matin, pour faire des choses et pour renforcer notre résilience. Donc, un peu de stress est bon pour notre immunité, notre capacité cognitive et des autres processus métaboliques. En fait, le stress, il est nocif lorsqu'il devient chronique. Donc, c'est-à-dire qu'il persiste jour après jour et semaine après semaine sans pause. Cela signifie que notre corps et notre esprit n'ont pas la possibilité de se détendre et de se réparer. C'est comme si nous étions continuellement poursuivis par un tigre. Il faut également noter que le stress mental n'est pas la seule forme de stress. Il peut aussi s'agir de tout ce qui provoque un stress dans le corps et qui l'empêche de fonctionner normalement. Par exemple, le stress chronique pour le corps peut être une infection qui provoque une inflammation chronique, ou une exposition aux métaux lourds, ou une mauvaise alimentation, un manque de sommeil, un manque d'exercice, ou même d'un exercice en excès. Que se passe-t-il lorsque le corps est stressé? Et pourquoi est-ce si grave? Le stress oblige le corps à sécréter du cortisol, qui est notre hormone du stress. Et dans une réaction normale au stress, le cortisol, il est bon. Il équilibre les processus métaboliques et prépare le corps à faire face aux facteurs de stress actuels. On oublie parfois que le cortisol est nécessaire. C'est une molécule anti-inflammatoire très puissante, ainsi que notre hormone de vitalité. Sans suffisamment de cortisol, nous ne pourrions pas nous lever du lit. Le cortisol devient problématique lorsqu'il est sécrété en trop grande quantité et pendant trop longtemps. Cela fait passer notre corps en mode survie, ce qui signifie que toutes nos fonctions corporelles sont concentrées sur se battre ou se fuir. Notre système nerveux dit sympathique est activé et reste allumé. Cela signifie que son homologue, le système parasympathique, c'est-à-dire celui qui revitalise, qui répare et qui régénère, reste éteint. Cet état dérégule tout notre système nerveux et les fluctuations des neurotransmetteurs et constitue à lui seul une autoroute vers un vieillissement prématuré. Comment pouvons-nous éviter que cela se produise? Premièrement, en prenant conscience des facteurs de stress que nous rencontrons dans la vie quotidienne. S'il est vrai que nous ne pouvons pas éliminer tout le stress, et d'ailleurs nous ne devrions pas le faire, nous pouvons peut-être contrôler ou au moins diminuer certains facteurs, notamment les facteurs liés à l'alimentation, à l'exercice, aux infections possibles ou les douleurs dans notre corps. C'est encore mieux si nous pouvons prêter attention à nos façons de penser, de respiration, ainsi que notre vision de la vie. Avoir une attitude positive, ce n'est pas que les mots fantaisistes, cela nous aide à évacuer le stress réellement. La communauté, le passé-temps et tout ce qui nous éloigne de l'état de stress chronique aideront notre système nerveux parasympathique à s'activer et nous mettraient sur la voie de la longévité. Comment pouvons-nous activer le système nerveux parasympathique? Il existe de nombreuses façons, mais le plus simple consiste à activer ce qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague est comme un interrupteur qui active tout le système parasympathique, ce qui actionne tous les processus de réparation, de revitalisation, y compris le bon sommeil, la régénération cellulaire ainsi que la digestion. Le meilleur moyen et aussi le plus simple pour l'activer est la respiration. Nous avons tendance à respirer superficiellement, ce qui n'aide pas à l'oxygénation de nos cellules ni à réduire notre niveau de stress. Nous devrions respirer profondément à partir du diaphragme. La respiration dite abdominale, bien connue dans le yoga, est très efficace à cet effet. L'autre mode de respiration qui active le nerf vague consiste à respirer longuement et à soupirer, en particulier en retenant d'abord sa respiration et puis en soupirant pour éliminer toute la tension. D'autres moyens sont se gargariser, de fredonner, de chanter, de danser, de faire nos activités et exercices préférés, de regarder le soleil, de rire, de toucher et d'être touché, et de passer du temps avec nos proches personnes. La tenue d'un journal, la méditation, la pleine conscience peuvent également aider. Nous pouvons aussi activer le nerf vague avec des massages spécifiques, des mouvements oculaires et certains outils spéciaux qui aident à activer le nerf vague. Un régime alimentaire peut-il aider si nous souffrons de stress chronique?
Oui, un régime équilibré va sûrement aider, même s'il ne pourra pas surpasser des effets négatifs du stress. Donc, faire face et gérer les facteurs du stress et équilibrer notre système nerveux reste la chose la plus importante à faire. De plus, notre digestion et l'assimilation des nutriments sont possibles que en activant de nerfs vagues. Cela dit, l'alimentation reste importante. Nous savons que sous l'effet du stress chronique, notre corps brûle beaucoup plus de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments tout en créant davantage le stress oxydatif. Donc une alimentation équilibrée est indispensable. Un régime riche en sources de vitamine B, en acides aminés, en antioxydants et en fibres alimentaires, ainsi qu'en acides gras qui protègent les membranes cellulaires est très important. Une bonne hydratation est également très important et les électrolytes peuvent également aider car les minéraux et les oligoéléments sont très utilisés et usés en cas de stress chronique. Qu'en est-il des différents facteurs liés au style de vie? En ce qui concerne le mode de vie, une récupération et un sommeil suffisant sont cruciaux. Cela peut être difficile en face du stress, mais il est néanmoins conseillé de tout faire pour bien pouvoir détendre le corps et l'esprit. Autrement, un mode de vie actif peut être très utile, tandis que trop d'exercice peut être néfaste et augmenter le stress. Cela signifie qu'un exercice modéré, et de préférence à l'extérieur dans la nature, est recommandé et toutefois un exercice intense peut être néfaste. D'ailleurs, une forme de égoïsme sain peut être un outil très puissant. Nous devons avoir du temps pour nous, pour aussi prendre le soin de nous-mêmes, de préférence au quotidien, si possible. Ces soins personnels peuvent être tout ce qui fait du bien pour nous, quelque chose qui ralentit la respiration, détend le corps et calme l'esprit. Les activités recommandées peuvent être tout, du jardinage, du yoga, des étirements, de la danse ou de la natation. Ça peut être des bains ou faire la cuisine ou passer du temps avec des amis ou la famille. Ça peut être aussi des massages, des soirées cinéma, ça peut être la méditation ou ça peut tout simplement être des moments de rien faire. Et les hormones, vous avez dit qu'elles affectent la longévité et les niveaux de stress. Pouvez-vous expliquer comment et pourquoi? Oui, l'impact des hormones est double. Premièrement, le stress en augmentant le cortisol impacte toutes les autres hormones, comme par exemple la sécrétion d'insuline, de leptine, de glucagon, tout ça qui régule le métabolisme énergétique. Cela a un impact sur nos hormones reproductives, comme la progestérone, les estrogènes, la testostérone, ainsi que sur ce que nous appelons les hormones mères, DHEA et le prégnénolone, qui permettent la fluctuation d'autres hormones reproductives. Également, le stress impacte fortement les hormones thyroïdiennes et d'autres hormones qui régulent l'immunité, par exemple comme la mélatonine, l'histamine et bien d'autres. En revanche, si certaines de ces hormones sont déséquilibrées et que la situation prolonge, cela peut devenir une cause de stress. Par exemple, la résistance à l'insuline peut provoquer un stress qui perturbe d'autres hormones en provoquant une inflammation chronique qui n'est autre qu'un vieillissement prématuré. Les problèmes de thyroïde, comme par exemple les Hashimoto ou l'hypothyroïdie, sont un autre déséquilibre hormonal qui provoque du stress, tout comme la périménopause provoquant des variations erratiques des niveaux d'estrogène et de progestérone. Il s'agit d'un cercle vicieux dans lequel le stress et le déséquilibre hormonal coexistent souvent, ce qui a un impact sur notre bien-être général et qui provoque un vieillissement prématuré sous de nombreux aspects. Pour répondre au pourquoi, en fait, c'est ainsi que notre corps a été fabriqué. Lorsque le stress est présent, nous passons de l'épanouissement à la survie. Le corps ne se soucie pas du vieillissement biologique en tant que tel, il essaye de nous faire survivre au jour le jour. Il est de notre responsabilité de prendre les choses en main et aider notre corps à récupérer. Cela peut être fait en reconnaissant les facteurs du stress et en assigeant sur eux afin que le corps puisse retrouver son épanouissement. En fait, ce n'est que sur ce mode que la longévité peut s'installer. Comment
pouvons-nous aider nos hormones à rester équilibrées et ainsi éviter le stress? Premièrement, il faut savoir quelles hormones sont déséquilibrées, ce qui nécessite des tests appropriés. Grâce aux tests ADN, on peut découvrir nos faiblesses face aux problèmes hormonaux ou bien à la gestion du stress. Et en croisant ces données avec des tests biologiques récents, tels que tests salivaires, tests urinaires ou bien sanguins, on peut identifier les hormones qui sont déséquilibrées actuellement. Et une fois quand on l'a identifié, ça va être beaucoup plus facile d'agir sur les systèmes qui ont besoin d'être rééquilibrés. En ce qui concerne la santé hormonale, au-delà du stress, il faut aussi noter que notre microbiome joue un rôle très important. Beaucoup de nos hormones utilisées devraient être éliminées par notre intestin, mais si celui-ci ne fonctionne pas bien, nous pourrions avoir une récirculation des hormones déjà utilisées. C'est un autre facteur de stress pour notre corps, notamment sur notre système de la détoxification. Pouvez-vous nous donner quelques exemples sur la façon d'agir et sur certaines hormones déséquilibrées? Bien sûr, l'un des principaux facteurs est l'insuline et ce que nous appelons la résistance à l'insuline. C'est quelque chose qui se produit au fil du temps lorsque notre métabolisme énergétique est déséquilibré en raison du stress, accompagné souvent avec une mauvaise alimentation ou mauvais mode de vie. La résistance à l'insuline est l'origine de nombreuses maladies occidentales et maintenant c'est considéré comme un des facteurs ou les marqueurs biologiques le plus important provoquant l'inflammation, ainsi que c'est ce qu'on appelle l'inflammaging, c'est-à-dire le vieillissement prématuré à cause de l'inflammation. La résistance à l'insuline nécessite avant tout un contrôle alimentaire, c'est-à-dire limiter ou éviter trop de glucides, consommer suffisamment de protéines à chaque assiette, remplir au moins la moitié de chaque assiette en légumes, en fruits et en baies, colorés et variés et en saison de préférence, ainsi que consommer suffisamment de bons lipides stables et sains. Éventuellement, un jeûne intermittent peut être utile, surtout pour récalibrer les voies de métabolisme énergétique. Un mode de vie actif est indispensable, tout comme une bonne gestion du sommeil et du stress, comme nous avons discuté plus tôt. Une bonne hydratation et une respiration calme pendant les repas sont aussi très importantes. Il faudrait également éviter de grignoter, et on sait qu'une activité physique légère après chaque repas peut être très bénéfique. Une thérapie par le chaud et le froid, une exposition à la lumière matinale et aussi souvent une complémentation appropriée en vitamines et en minéraux et certains phytonutriments peut être nécessaire.